pour l'instant encore le leader de la majorité, puisque tant que les nouveaux sénateurs ne sont pas installés, c'est encore lui le leader de la majorité, a laissé entendre, ce à quoi on ne s'attendait pas vraiment, a laissé entendre qu'il serait favorable à mettre à l'agenda le la procédure d'impeachment, sachant que le Sénat ne se réunit pas avant le 19 janvier. Donc, on pourrait demander à quoi ça sert, puisque le 20 janvier, Joe Biden sera intronisé, sera inauguré comme président, prendra officiellement ses fonctions. La réalité est que une fois que la procédure est enclenchée, elle peut aller jusqu'au bout. Si le Sénat va jusqu'au bout et fait donc un procès, puisque c'est comme ça que ça se passe, une forme de procès qui est tenu par le Sénat, on n'a pas de, enfin, c'est comme si on avait la Cour de justice en fait en France, hein, puisque la Cour de justice notamment c'est parlementaire. Euh, et donc il y aurait un procès et il y aurait un vote. Et si il y a un vote qui est majoritaire pour voter la culpabilité de Donald Trump dans des faits de sédition, euh, ça pourrait permettre de l'écarter définitivement de la scène politique et de l'empêcher d'être à nouveau candidat. Et donc, ça n'est pas anodin, ça n'est pas même c'est à ça que ça servirait en fait, au-delà de la symbolique aujourd'hui du vote à la Chambre que les parlementaires démocrates ont souhaité manifester en montrant que ça n'était pas possible, on ne pouvait pas laisser passer ce qui s'est passé la semaine dernière et ne rien faire, enfin comme si on pouvait juste pousser ça sur le tapis et attendre simplement l'intronisation de Joe Biden la semaine prochaine. Il y a cette possibilité aussi pour les républicains, pour les républicains qui veulent reprendre le contrôle de leur parti, qui veulent redevenir un parti républicain normal, qui retrouve le, le débat sur des faits, qui retrouve la confrontation, sorte du populisme et du complotisme, et retrouve la confrontation avec la gauche sur des vraies différences plus traditionnelles, politique fiscale, politique économique, questions sociales, et plus sur des bases où on a l'impression que c'est deux camps qui vivent dans des univers parallèles. C'est une opportunité pour eux d'essayer de se couper de cette branche trumpiste. Voilà, donc on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais ça va être intéressant à observer et voir s'il y a véritablement un vote au Sénat. Et donc c'est ça que je pense que c'est l'empreinte de Trump va encore beaucoup euh, influer sur les années à venir sur la politique américaine. Évidemment, la politique de Joe Biden et de Kamala Harris va être très différente de celle de Donald Trump sur les questions économiques et sociales, sur les questions écologiques évidemment. Euh, et donc, on verra une différence forte, d'autant plus qu'avec le contrôle du Sénat, ils auront le contrôle de l'agenda parlementaire. Ça n'est pas rien, hein, parce que contrairement à ce qui se passe en France, où on a en fait un Parlement très faible, le régime présidentiel américain fait que le Parlement est très fort, puisque c'est le Parlement qui fixe son agenda parlementaire. Imaginez si en France, c'était les députés et les sénateurs, la majorité, le chef de la majorité finalement à l'Assemblée nationale et celui qui est le président du Sénat qui décidait des projets de loi qui sont discutés ou pas au Parlement. Et donc le niveau de négociation qu'il faudrait qu'il y ait entre l'exécutif et le Parlement pour que l'exécutif puisse faire débattre ces projets de loi au Parlement. En France, on est dans un système où ce qui est les propositions de loi d'initiative donc parlementaire, ça s'appelle des niches, ce qui veut tout dire. Et donc, c'est le gouvernement qui a l'essentiel du contrôle de l'agenda parlementaire. Donc, on a un Parlement extrêmement faible. Ça n'est pas le cas aux États-Unis. C'est chaque chambre qui fixe son agenda. Voilà. Et donc le fait que c'est Kamala Harris qui aura le vote décisif en tant que vice-présidente et donc présidente du Sénat au Sénat et donc Nancy Pelosi qui va rester présidente de l'Assemblée nationale, hein, l'équivalent de l'Assemblée nationale, présidente de la Chambre. Ça va permettre à Joe Biden de dérouler son agenda législatif. Ça ne veut pas dire que ça sera facile, parce qu'au Sénat, il faut souvent un vote à majorité des deux tiers, majorité à 60 sénateurs sur 100 pour pouvoir faire passer des lois. Donc, il va y avoir un grand écart permanent pour Joe Biden à faire entre sa gauche et sa droite.
Parce qu'il faudra à la fois qu'au Sénat, ils sachent négocier avec une partie des républicains pour avoir les votes, les 60 votes qui permettent de faire passer vraiment les lois, les réformes les plus importantes. Parce que souvent les majorités simples ne suffiront pas. Et puis, il a une gauche radicale à la Chambre qui est maintenant assez forte, menée par, qui viennent de la mouvance Bernie Sanders, mais menée par des personnes comme Alexandra Ocasio-Cortez, qui vont essayer de tirer beaucoup plus vers la gauche. Ceci étant dit, le contexte général, que ce soit la pandémie et donc la crise économique et sociale qui en découle, le fait que Biden s'est déjà engagé sur la question du Green New Deal et le fait que les questions raciales ont explosé aux États-Unis avec la mort de George Floyd et toutes les manifestations de Black Lives Matter qui ont eu lieu l'année dernière, font que de toute façon, Joe Biden a déjà montré sa volonté d'agir très fortement là-dessus, et donc ça devrait quand même satisfaire suffisamment sa gauche. Le problème est quand il faudra qu'il trouve un équilibre, en particulier sur les politiques économiques et les politiques fiscales, pour avoir les majorités suffisantes au Sénat. Donc, c'est ça qu'on va voir sur à quel point il est capable de changer les choses, mais c'est sûr qu'il va vouloir passer des réformes assez fortes assez rapidement. Merci pour toutes ces informations. Les questions commencent à tomber. J'en profite pour les nouveaux arrivants pour vous dire que si vous souhaitez poser une question, de vous inscrire sur le fil de conversation, ça sera plus simple à gérer. J'ai déjà 2 personnes qui sont inscrites, donc je crois que c'est Raphaël qui voulait commencer. Raphaël, si tu veux poser ta question à Corinne sur la première partie. Attends, je crois. Oui, Vas-y. c'est vrai que j'ai suivi ça en direct parce que j'étais dans ma télévision très tard, en pleine nuit, pour voir ces événements. Moi, ce qui m'a un peu troublé, c'est que on fasse un rapprochement avec les Gilets jaunes et ce qui se passe là-bas. Je considère que c'était vraiment mal à propos parce que c'est pas la même chose. Ce qui se passait en France avec les Gilets jaunes, c'est pas ce qui se passait aux États-Unis ce soir-là. Jusqu'à nouvel ordre, les Gilets jaunes ne sont pas rentrés ni à l'Assemblée, ni au Sénat, ni à l'Élysée. Bon, ils ont forcé un peu une porte d'un ministère, mais c'est quoi. Mais faire le lien avec ça par pas mal de journalistes qui étaient sur les plateaux de télévision à ce moment-là, je trouvais ça un peu ça faisait désordre. Je pense que ce qui s'est passé là-bas, c'était vraiment une atteinte à la démocratie, qui prouvait que les démocraties ne sont pas aussi stables et aussi enchaînées qu'on pourrait le penser. Elles peuvent être malheureusement bousculées. On l'a vu dans le passé que certains dictateurs ont pris le pouvoir avec l'assentiment des parlements. On a vu ça en Europe. Donc oui, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup troublé. J'étais vraiment devant mon poste de télévision, je me demandais ce qui se passait, de rentrer au Capitole. Pour moi, c'était, qui a fait vu un peu les États-Unis de près, ça me paraissait impensable. Pas les Américains. Je ne pense pas que les Américains pouvaient forcer les portes du Capitole. Eh bien, je l'ai vu. Et c'est vrai que c'est un peu alarmant. Si tu peux nous Maintenant, préciser Trump, ta je crois que question. oui, je pense que est-ce que ce qui s'est passé aux États-Unis hier soir n'était pas prévisible, tout simplement. Je crois que Trump l'avait, ma question, est-ce qu'on ne s'attendait pas à ce genre, et est-ce qu'on ne s'attend pas avec dans le 21 à des événements peut-être plus graves. Donc apparemment, tout le monde se barricade aux États-Unis. Ok, donc on enregistre la question. Ce que pose Corinne, c'est que la deuxième personne pose une question. C'est Thomas, je crois, qui voulait poser une question également. Et puis tu répondras après. Thomas, à toi. Oui, merci Patrick. Donc Thomas Bonnefoy de la section du premier quatrième. Moi, je me posais une question parce que tout à l'heure, tu évoquais qu'il y avait eu une mobilisation de l'électorat démocrate, notamment la semaine dernière par rapport aux élections du Sénat. Et je me posais la question de pourquoi cette mobilisation un peu plus importante. Est-ce que c'est toujours dans une logique anti, donc par exemple anti-Trump, ou est-ce qu'on arrive un peu à mobiliser les gens pour quelque chose? Et donc, dans ce cas, pourquoi est-ce que les gens auraient pu se mobiliser pour quelque chose? On va prendre ces 2 premières questions. Ouais. Je te propose de répondre, Corinne, et puis on verra la Ouais. suite après. Pas de problème. Alors, est-ce que c'est prévisible? Oui, c'était ce que je disais, c'est que c'est très choquant ce qui s'est passé, mais ce n'était pas surprenant. Et ce qui est en fait incompréhensible, c'est effectivement l'envahissement du Capitole en termes de sécurité. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que, voilà, c'est d'ailleurs, je pense qu'il y a des têtes qui vont tomber. Le chef de la police du Capitole a déjà démissionné. Les enquêtes et
le FBI est très remonté, donc je pense que ça va aller au bout, l'enquête va aller au bout et va être assez rude pour trouver les responsables, non seulement de ceux qui ont incité cette tentative de putsch, hein, parce que c'est ce que c'est, mais aussi sur les manquements à la sécurisation du Capitole et le fait qu'il n'est pas, alors que tout a indiqué que quelque chose se préparait et que la violence était tout à fait prévisible, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mieux sécurisé le Capitole alors qu'on l'a vu quand il y avait les manifestations de Black Lives Matter, tout le monde a fait les comparaisons. La sécurité, il y avait des mesures de sécurité qui étaient déployées dans toute la capitale et qui étaient bien plus importantes. Donc, il y a des vraies questions sur comment ça a été possible physiquement, hein, d'envahir le Capitole et de mettre en danger les parlementaires. Il y a eu en plus, il y a eu des bombes, hein, qui ont été posées. Il y a eu vraiment quelque chose de très organisé avec une volonté de nuire, de tuer qui était évidente. Est-ce que ça peut encore arriver? Oui, parce que alors c'est les services secrets qui organisent l'inauguration, donc c'est pas le même niveau de sécurisation. Ils ont, en plus, déjà avec la pandémie, la Covid, ils avaient déjà prévu de faire quelque chose de beaucoup plus restreint que d'habitude, puisqu'ils ne peuvent pas avoir des foules qui se réunissent comme d'habitude à Washington. Donc là, ça va être encore plus surveillé. Il y a le FBI en alerte partout aux États-Unis, à vrai dire. Il y avait déjà eu un envahissement de la Chambre du Sénat au Michigan au mois de, je ne sais plus exactement, il y a quelques mois, suite à une décision de restriction sur la pandémie. Donc on voit bien que, et puis il y avait une tentative d'enlèvement de la gouverneure du Michigan. Il y a eu là une menace directe à la vie du gouverneur du Minnesota. Donc il y a le FBI en alerte partout parce qu'ils savent que même si ça ne se fait pas sur le Capitole, ils peuvent, enfin de nouveau sur Washington, il peut y avoir des actions contre des démocrates ou contre des républicains qui ne soutiennent pas Trump ailleurs. Et donc ça reste en alerte très élevée jusqu'au 20 janvier et même probablement après, puisque comme je disais, le Trumpisme va continuer. Hein. Il y a quand même 70 millions de personnes qui ont voté pour lui. Hein. Et puis, il y en a chez les républicains, il y a 75% des électeurs républicains qui pensent que l'élection a été volée, ce qui est quand même incroyable. Donc, de la même manière que Barack Obama, ces gens-là pensaient que Barack Obama était un président illégitime parce qu'ils étaient persuadés qu'il n'était pas né aux États-Unis. On a de nouveau un complot, une présidence démocrate qui commence avec un soupçon, un complotisme, avec un soupçon d'illégitimité, donc des dizaines de millions de personnes qui pensent qu'ils ont un président illégitime. Et donc ça va rester. Et ça, c'est un énorme défi pour Joe Biden. La comparaison avec les Gilets jaunes, moi, alors évidemment, la différence énorme, c'est que là, c'est incité par le président des États-Unis sortant. Enfin, donc, c'est quand même pas du tout la même chose, évidemment. Après, je pense qu'il ne faut pas. Et puis, évidemment, on n'a pas des organisations de suprémacistes blancs en France. On n'a pas découvert et pas organisé de la même manière que ce que peuvent être les mouvances trumpistes. Mais il ne faut pas négliger le fait qu'il y a des organisations populistes, il y a des formes d'organisations populistes, complotistes. On l'a vu avec ce documentaire sur la Covid là, qui est sorti là, avant les fêtes, qui était en France, c'est un truc monstrueux de complotisme et qui a fait un retentissement énorme. Enfin, on voit, si vous allez sur Twitter, et le nombre de gens qui relaient les nombres de Français qui relaient les élucubrations de Trump et qui, de toute évidence, le croient, c'est très effrayant, en fait. Et donc, je pense qu'il faut pas croire qu'on est à l'abri de mouvements qui sont nourris par du complotisme, qui sont populistes, qui pensent que le système démocratique français ne fonctionne plus et que donc il faut le rétablir, y compris par la violence.
ça existe aussi en France. Et donc, je pense qu'il faut faire attention. Je pense que les États-Unis sont c'est difficile de faire des comparaisons directes, mais c'est un miroir très, très déformant, très amplifié, très déformant, mais c'est quand même un miroir. Il faut on le voit dans d'autres pays d'Europe aussi, ça existe. Donc, je pense qu'il faut pas croire qu'on est nécessairement beaucoup plus intelligent et beaucoup plus discipliné ou beaucoup plus respectueux des institutions, beaucoup plus démocrates, beaucoup plus… Voilà. Donc, je pense que la fragilité de la démocratie américaine, elle doit nous poser question aussi sur la fragilité de la démocratie française, de la démocratie européenne. Euh, sur la surmobilisation des démocrates, c'est difficile à dire. Je pense que le repoussoir de Trump, la culpabilité aussi peut-être d'une partie de la gauche radicale qui n'avait pas voté pour Hillary parce qu'il trouvait qu'elle n'était pas assez à gauche et qui donc ont laissé Trump devenir président par une forme de purisme. C'est ce qu'on connaît aussi à gauche en France. Si on n'est pas assez à gauche, on ne vote pas pour nous. Surtout, on connaît ça en tant que socialiste. Et donc, on laisse des gens de droite arriver au pouvoir. Voilà. Donc, ça, je pense qu'il y a une combinaison de rejet de Trump, de culpabilité par rapport à l'élection de 2016 qui explique la surmobilisation. Mais il y a aussi, je crois, un vote pour. Il y a eu… alors, je pense que ce soit par rapport à le fait que justement, y compris Bernie Sanders ou la gauche la plus radicale a fait vraiment campagne pour Joe Biden. On voit la mobilisation, le fait qu'il y a eu un vote record aussi chez les minorités, chez les Noirs, notamment en Géorgie, c'est énorme. Et il y a eu aussi beaucoup de campagnes, mais je pense qu'on en parlera un peu plus dans la troisième partie, de campagnes d'inscription électorale, etc., qui ont bien fonctionné. Donc, il y a eu une volonté de changer les choses et de penser que Joe Biden et Kamala Harris pouvaient être des gens en qui on pouvait avoir confiance pour changer les choses. Alors, ça ne veut pas dire que… Voilà, je pense que c'est un mélange des deux. Je pense que c'est à la fois… c'est difficile de dire ce qui est plus ou ce qui est moins. Je pense qu'il y a quand même un mélange des deux qui explique que le vote record, qui explique cette participation massive, qui explique le fait que Joe Biden soit de très loin le président qui a recueilli le plus de votes dans l'histoire des États-Unis. Voilà. Et donc ça ne peut pas être qu'un vote contre Trump. Il y a forcément de l'adhésion aussi. Il y a forcément une volonté de tourner la page, de changer les choses. Voilà. Mais tout ça est imbriqué. C'est difficile aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura des études d'opinion qui seront faites, qui ont déjà commencé à être faites d'ailleurs, et qu'on pourrait analyser plus finement. Mais je pense qu'il y a les deux éléments. Et le fait que la pandémie et l'urgence économique et sociale était si forte, d'une part, et aussi d'autre part le fait que la question du racisme soit déjà avec Trump avant même l'affaire George Floyd était déjà devenu un énorme sujet d'engagement politique. Là encore plus après George Floyd, après Breonna, après Jacob Blake. Donc tout ce qui s'est passé, ça a aussi facilité une mobilisation pour changer les choses. Ok, mais merci Corinne. Je te propose de passer à la deuxième partie de la soirée. Donc la deuxième question, c'était donc qu'attendre de cette élection donc au niveau européen et peut-être plus particulièrement au niveau français en termes de relations, d'influence, de commerce international, enfin tous les sujets qui peuvent toucher les relations franco-américaines et européennes et américaines également. Alors, on va retrouver une normalisation des relations. Déjà, ça, c'est une très bonne nouvelle. On va avoir on pourra de nouveau avoir des relations bilatérales et des relations entre l'Europe et les États-Unis sur des bases saines et avec des dialogues constructifs. Après, les États-Unis restent les États-Unis et puis on ne peut pas leur reprocher. Nous, on fait la même chose. Chaque pays défend d'abord ses intérêts. Et
Et puis, les démocrates c'est la gauche américaine, mais la gauche, c'est quand même des capitalistes. Hein. Donc, il ne faut pas non plus, ils ne sont pas socialistes, hein, donc, contrairement à ce que raconte une partie de la droite qui, moi, ça me fait toujours rire. C'est l'insulte suprême pour les républicains de traiter la gauche américaine de socialiste. Mais euh, il ne faut pas se tromper sur le fait que, par exemple, les accords, le TAFTA, c'était quelque chose qui était porté par Obama et donc aussi par Joe Biden avant. Donc, les accords commerciaux, il va y avoir de nouveau aussi des accords d'échange qui vont, des discussions qui vont reprendre où les Américains vont alors, être plus facile d'accès que sous Trump, mais il n'y aura pas nécessairement enfin, faut pas penser que tout va être rose et facile et que du coup, parce qu'on a de nouveau un président de gauche aux États-Unis, on va pouvoir avoir des accords de libre-échange qui soient totalement respectueux de ce qu'on voudrait en termes de normes sociales. En termes de normes écologiques, je pense qu'on peut avancer. Je pense que c'est la chose au niveau international qui va changer très vite. C'est le fait que je pense que symboliquement, une des premières choses que Biden va faire, c'est signer à nouveau les accords de Paris, refaire rentrer Voilà, c'est ça. les États-Unis dans les accords de Paris. Et puis, les efforts qu'on fait au niveau européen sur le Green New Deal, on pourra trouver des interlocuteurs au niveau américain là-dessus. Et donc là-dessus, il y a un vrai espoir. C'est-à-dire que vraiment, on puisse engager, il y a une vraie prise de conscience aussi aux États-Unis, on puisse vraiment engager des politiques de transformation économique, industrielle, en prenant en compte la question écologique. Mais après, les États-Unis vont continuer à défendre leurs intérêts économiques. Ils seront toujours aussi capitalistes qu'ils l'ont toujours été. Et donc ça ne changera pas. Par contre, voilà, sur les questions diplomatiques, sur les questions... la manière dont le dialogue va avoir lieu, ça sera quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus apaisé. Je me permettrais de te poser la première question, Ouais, si je te coupe pas dans ton Quand tu pourras, s'il te plaît. qui consiste à te dire, voilà, est-ce que là, ce qui vient de se passer aux États-Unis va pas créer dans les relations donc avec les nouveaux dirigeants donc une sorte de complexe de leur part et de dire il faut à tout prix que on fasse pas de velours parce que on peut pas être trop ferme en ayant vécu ce qu'on a vécu et ainsi de suite, quoi. Je suis pas certaine parce que une fois qu'on rentre dans le dur des négociations, voilà, chacun défend ses intérêts et ça changera pas. Ça, c'est la réalité la réalité des négociations internationales. Je pense que ça va être, ce qui va être plus compliqué en fait pour les États-Unis, et c'est là où l'Europe devra être à la hauteur, c'est que ce qui vient de se passer là aux États-Unis, ce que Trump a fait à la démocratie américaine, à la crédibilité, même si le système a résisté, voilà. Mais le fait que on ait encore pas mal d'élus américains qui soutiennent Trump, qui continuent à prétendre que Biden a volé l'élection. Sur les questions de négociation internationale, il va y avoir je pense que c'est plus Joe Biden qui va être dans une position plus délicate parce que la crédibilité des États-Unis, il devra la reconstruire. Voilà, la crédibilité de la parole américaine, le fait que ça va être plus difficile pour eux d'être donneurs de leçons. Sur les questions démocratiques, on a déjà vu, je pense, Erdogan a dûu bien se marrer en faisant son communiqué la semaine dernière, mercredi, pendant l'invasion du Capitole, en faisant son communiqué à tous les ressortissants turcs à Washington, en leur demandant en les mettant en garde contre les violences dans la capitale américaine et donc de se protéger. Donc ce que nous faisons, nous, démocratie occidentale en général, quand il y a des événements politiques, des remous, des tentatives de coup dans d'autres pays, y compris comme il y a eu parfois des violences en Turquie. Donc il a dû bien se marrer en faisant ce communiqué-là. Je pense que
voilà, je pense que c'est difficile de dire ce qui va, comment chacun va réagir. Il y aura d'abord, il y a quand même un effet de soulagement globalement de pas mal de leaders, en tout cas chez nous, occidentaux, européens, de pouvoir maintenant discuter avec Joe Biden et avec son administration plutôt qu'avec celle de Trump. Et donc, il y aura une volonté de concilier, de trouver des accords, etc. Ça, c'est clair. Mais je pense que la réalité de la politique de chaque côté de l'Atlantique va reprendre dessus assez rapidement et qu'on va revenir dans la réelle politique. Ok. Autre question, je crois, Michel, tu S'il te voulais plaît, poser une question? Patrick. Michel Quand tu Edry. pourras, Patrick, s'il te plaît. Après, oui, je t'ai noté, Joël. D'accord, tu es gentil, merci. Michel. Ouvre ton micro, Michel. Oui, ça y est. Merci Patrick. Bonsoir d'abord. Alors, une remarque et une petite question. Alors, tout d'abord, Joe Biden, alors ok, démocrate, très honnêtement, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, pas vraiment l'impression qu'on ait une gauche-gauche quand même. On est quand même sur du démocrate, on va pas dire de droite, mais enfin quand même. Je ressens un peu les choses comme ça. Donc du coup, ma première question, c'est de me dire, mais pourquoi finalement Trump est-il si en colère? Parce que finalement, certes, ils sont un peu moins poussés que Trump, mais quand même, on reste quand même plutôt, me semble-t-il, sur de la droite. Mais je préfère avoir votre avis là-dessus. Et la deuxième remarque, là où je suis un tout petit peu plus inquiète, c'est que quand on a vu le mandat d'Obama, par exemple sur la fameuse réforme d'Obamacare, cette grande réforme qu'il avait souhaité mener autour de la santé, force est de constater qu'on ne peut pas quand même dire qu'il est bien réussi, même s'il a quand même ouvert un petit peu des portes. Il a quand même eu toutes les peaux de banane par rapport à cette loi-là sur la santé, et ça a été compliqué. Alors même s'il y a peut-être eu des petites avancées, enfin on peut quand même pas dire que ce soit une très très grande réussite du point de vue d'une réforme sociale. Et je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas revivre un petit peu des ébauches comme ça de lois sociales, enfin de progrès social, sans aller très très loin, voilà, un peu à la Obama, quoi. Donc voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus, sur ces questions sociales. On va laisser Joël aussi poser sa question et puis on répondra globalement aussi. Joël, vas-y. Ouvre ton micro, Joël. Ah, Joël nous Oui, a... ça y est. Ça y est. Oui, alors, trois choses. La première, que va faire Sanders? A-t-il réellement un pouvoir malgré tout au sein des démocrates aux États-Unis? Parce que, bon, il a rejoint Biden, il a bien fait, bon, ok, très bien, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont avoir une attitude conciliante ou au contraire une réaction qui pourrait peut-être gêner Biden? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui me paraît important, c'est la vice-présidente. Je pense que ça a été un bon choix. N'est-elle pas là finalement pour préparer 2024 afin de prendre la place naturellement à une élection, bien sûr, aux États-Unis, ce qui me paraîtrait quand même pas mauvais par rapport à des Trumpistes, hein, c'est évident. Alors, c'est vrai que parler de socialistes, de tous ces gens, évidemment que c'est pas possible. Quand on les traite même de communistes, oulala, alors là, c'est fou. Et bien sûr que c'est pas ça. Ils sont capitalistes, tu as raison. C'est quand même dans leur gène et ça va pas partir comme ça. Mais je pense que cette femme, moi, elle m'a inspiré confiance à première vue. Autre point également, dans ce qui va se passer, va-t-il faire tomber Biden, j'espère, le mur avec le Mexique? L'autre l'a pas terminé, tant mieux, mais il serait quand même bon qu'il donne cet exemple fort au monde entier, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des pays qui n'étaient pas d'accord avec la construction de ce mur. Donc, je pense que c'est un point important sur le plan international et national, bien entendu, de faire tomber ce point. Et je pense effectivement qu'il y aura une chose intéressante, c'est qu'il va
je suppose, très naturellement, rejoindre les accords de Paris concernant ce dossier important de la sécurité, j'allais dire pratiquement sanitaire, quoi, finalement. Alors bon, je pense qu'il va rejoindre très naturellement les accords de Paris. Je pense que ça, c'est une chose qui va se produire. Et dernier point, alors quelque chose qui me fait quand même peur, quelque part, c'est quand même pas très loin, les États-Unis, qu'on le veuille ou non, il y a l'Atlantique à traverser. Des fascistes, il y en a chez nous en France, il y en a chez eux aux États-Unis, c'est vrai, mais il y en a chez nous en France. Et ça, malgré tout, faut qu'on fasse attention, ça existe chez nous et ça peut se produire chez nous. Parce que ça va leur donner des idées, j'en suis bien persuadé. Parce que qui aurait pensé il y a quelques années en arrière que le Capitole pouvait être. Alors c'est vrai qu'après les tours, on peut penser que ça se produit, mais quand même. Donc moi je crois que c'est une chose qui me fait un petit peu peur, que ça ne donne pas des idées similaires ou des tentatives de ce style par l'extrême droite française, et elle existe. Okay. Merci Joël pour tes questions. On va laisser la parole à Corinne parce qu'il y a pas mal de sujets à traiter là. Ah oui. Oui. Alors, Joe Biden, c'est un démocrate traditionnel, on va dire. Voilà. Il y a pas de. C'est un homme de gauche dans le sens américain. C'est-à-dire que c'est un libéral dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un qui défend les questions de la même manière que nous sur les questions de société, libéral sur les questions de société, mais aussi libéral sur les questions économiques, ce que nous ne sommes pas. Donc, il est aussi à gauche que l'était Obama, en fait, parce qu'Obama était déjà quelqu'un qui, en réalité, sur une échelle française, aurait été plutôt du centre droit. Là, il n'y a pas de doute là-dessus, mais Kamala Harris n'est pas plus à gauche que lui, en réalité. Donc, il y a une partie du Parti démocrate qui a émergé, qui est plus radical et qui a été incarné par Bernie Sanders dans les primaires présidentielles américaines en 2016 et puis en 2020, mais qui a commencé à émerger. Bernie Sanders, c'est pas la première fois, ça fait longtemps qu'il se réclame de l'aile gauche du Parti démocrate, qui s'est même réclamé socialiste dans le paysage américain, mais il a une très longue carrière. C'est pas la première fois qu'il est candidat aux primaires américaines, mais son discours beaucoup plus radical à gauche, donc beaucoup plus, qui en fait n'est pas si radical par rapport à ce qu'on défendrait en Europe nous, mais qui est parfois, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a sur la question des filets sociaux, d'avoir un vrai système social beaucoup plus renforcé, avoir beaucoup plus d'action envers les inégalités économiques. Tout ça, c'est des choses dans lesquelles on peut se retrouver. Ce qu'il y a chez Bernie Sanders, c'est ce qu'on retrouve chez ceux qui n'ont jamais exercé le pouvoir pour mettre en œuvre leurs propositions. C'est qu'il y a une forme d'utopisme, de naïveté aussi parfois dans les propositions qu'il peut faire et qui du coup sont en décalage par rapport à la réalité et encore plus infaisable, je dirais. C'est-à-dire impossible d'avoir des majorités aux États-Unis sur ces bases-là pour pouvoir vraiment implémenter ces politiques. Mais après la crise, ce qu'on a vu, c'est qu'après la crise de 2008, moi j'habitais à New York, je travaillais en plus, je faisais de la technologie, mais je travaillais dans le secteur bancaire et donc j'ai vu la brutalité de cette crise de l'intérieur, de cette crise financière. Et ce qu'on a vu dans la suite de ça, et donc après l'élection de Barack Obama, c'est l'éveil d'une nouvelle gauche qui a commencé à se rendre compte qu'on ne pouvait plus ne parler que des questions des droits des minorités, faire campagne que sur les questions des droits des minorités de manière catégorielle, de parler aux gens de manière catégorielle sur ces questions-là, sur des questions plus de communautarisme et donc des questions plus ethniques.
et faire comme si il n'y avait pas, ne pas traiter la question des inégalités économiques et sociales en tant que telle et de ne la traiter qu'à travers la question communautariste. Et donc, il y a eu un éveil de se dire non, il faut traiter les questions économiques et sociales en tant que telles. Ça ne veut pas dire qu'ils ont arrêté la politique des minorités, ça c'est un autre débat, mais il y a eu un éveil sur le fait de, bah oui, il faut défendre le fait que le rêve américain qui est de dire si on travaille dur, on peut réussir. Il n'existe pas parce que le système financier fait que c'est toujours les mêmes qui profitent et que parfois on peut avoir travaillé toute sa vie dure et puis parce qu'il y en a qui se comportent mal à la bourse, qui se comportent mal dans les deals financiers qu'ils font, on perd tout. On perd sa retraite parce qu'elle était en bourse ou parce que ce qu'il y a comme retraite par répartition, ça existe, mais c'est extrêmement faible, c'est plus bas que le minimum vieillesse, on ne peut pas en vivre. Et que donc après, on perd sa retraite, on perd son boulot, et puis quand on perd son boulot, on perd sa couverture médicale, et puis voilà, et donc on ne peut plus soigner, et puis on perd aussi sa maison, et puis on finit dans sa voiture et dans la rue, enfin voilà. Donc il y a ce côté où on n'a rien fait de mal et on perd tout. Et ça, c'est pas le rêve américain. Voilà. Et donc, quelque part aussi, au nom du rêve américain, il y a eu une résurgence il faut se battre contre les inégalités, il faut se battre contre les injustices et il faut sécuriser, il faut avoir un système social qui permet la sécurité, qui fait que les gens continuent à vivre dignement, même quand il se passe des choses hors de leur contrôle qui font qu'ils perdent tout. Voilà. Et donc, ce discours-là, il a commencé à émerger à partir de 2008-2009, mais il a pris de l'ampleur, évidemment. On l'a vu pendant l'élection présidentielle de 2016 avec la montée de Bernie Sanders sur la primaire, avec ensuite l'élection de personnes comme Alexandra Ocasio-Cortez et d'autres maintenant, une génération de jeunes, essentiellement pas des sénatrices, pas des sénateurs, parce que c'est plus compliqué, il faut gagner sur tout l'État, mais sur des circonscriptions souvent très urbaines, souvent généralement démocrates, et qui donc, quelque part, ont aussi une liberté de parole. Hein. Alexandra Ocasio-Cortez, elle va continuer à faire du bruit et donc à obliger Joe Biden à prendre en compte ces questions à gauche, parce qu'elle a le confort d'un siège qui est probablement imperdable. C'est-à-dire, en tout cas, pour un bout de temps. Parce qu'elle est élue dans le Bronx, dans un endroit où, en fait, il suffit d'être investi par son parti pour être sûr d'être élu, en fait. Le plus dur, c'est pas de gagner l'élection, c'est de gagner l'investiture. Et donc, c'est ce qu'elle a réussi à faire en 2018, c'est de battre un vieux député, représentant de la Chambre qui ne se méfiait pas, qui n'a pas fait campagne, qui, dans la primaire, qui pensait que ce siège lui appartenait, etc. Il s'est fait bousculer par Alexandra Ocasio-Cortez, qui a fait une excellente campagne de primaire. Et une fois qu'elle a gagné cette primaire, voilà, et puis avec beaucoup de talent, elle existe maintenant dans le paysage national. Et donc, elle va probablement rester élue pour très très longtemps, parce qu'elle va continuer à trouver des fonds pour pouvoir continuer à faire campagne tous les 2 ans. Hein. C'est tous les 2 ans là-bas, donc ça ne s'arrête jamais. On fait toujours campagne. Et donc, il y aura avec elle un groupe à gauche qui va continuer à faire du bruit pour rappeler à Joe Biden ces questions qui sont beaucoup plus à gauche. Mais il ne faut pas non plus oublier d'où vient Joe Biden. Joe Biden, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu et d'un État industriel, minier, et donc son engagement politique, ça vient aussi d'un engagement auprès des syndicats, auprès des travailleurs, auprès des ouvriers, auprès de la classe ouvrière. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est lui qui était finalement le mieux placé pour regagner des États comme la Pennsylvanie, comme le Michigan, qui ont une population d'ouvriers importante, ouvriers blancs souvent, qui avaient arrêté de voter démocrate, qui ne se retrouvent pas dans la gauche la plus radicale, souvent, parce qu'ils ont des valeurs plus conservatrices, souvent sur les questions familiales et tout ça, et qui ou ne votaient plus démocrate du tout, ou ne votaient plus du tout, ou avaient même viré côté Trump.
voilà, côté républicain. Et donc, il a réussi à reconnecter avec cet électorat-là. Donc, il ne faut pas négliger ce qu'est l'apport direct de Joe Biden aussi dans son parcours, dans la réalité de son parcours de démocrate ancré dans une classe ouvrière syndiquée, voilà, qui se bat aussi contre des injustices et plus quelque part plus quasiment un profil plus gilet jaune finalement. C'est de gens qui veulent juste vivre de leur travail et qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ouais, et qui vivent dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de services publics. Donc, il y a cette réalité-là. Et Trump, pourquoi il n'est pas content? Parce que Trump, c'est un narcissiste qui est mégalomane, qui n'est occupé que par sa personne. Et puis après, voilà, Joe Biden, c'est un vrai démocrate traditionnel. Et donc, c'est aussi pas du tout comme un républicain. Un républicain, c'est quand même beaucoup plus à droite. Beaucoup plus conservateur. Donc, de toute façon, Joe Biden ne contente pas non plus la plupart des républicains. Et encore moins Trump, parce que Trump, il s'en fiche. D'ailleurs, voilà, il était tellement omnibulé par sa propre situation qu'il a perdu les 2 sièges du Sénat et donc le contrôle du Sénat aux républicains en Géorgie, en fait, par son attitude. Donc, il s'en fiche des autres. Tout ce qui l'intéresse, c'est lui. Voilà, donc, il n'y a pas de... il n'y a pas de surprise sur le fait qu'il ne puisse pas se contenter de l'élection de Joe Biden. Évidemment, Joe Biden, il a déjà déclaré qu'il allait retrouver l'accord de Paris, donc il n'y aura pas de surprise là-dessus. Sur qu'est-ce qu'il y avait comme j'aurais dû prendre des notes. Qu'est-ce qu'il y avait comme question? Sur le mur. Sur le mur, il est quasiment inexistant. En réalité, il a quasiment pas construit. Donc, ça, de toute façon, c'est surtout la question de rétablir des relations normalisées avec le Mexique, ce que Joe Biden fera. Et puis, surtout, et ça, et Kamala Harris et Joe Biden se sont déjà pas mal engagés sur les questions la question de la manière de traiter les communautés latino, donc les communautés venues d'Amérique du Sud aux États-Unis, la question des sans-papiers, des travailleurs sans-papiers, donc la régularisation, l'accueil des immigrés, etc. Donc, c'est plus ça. Je pense que le mur, c'est symbolique. Ils n'ont pas construit grand-chose. C'est plus la question politiquement, de comment est-ce qu'ils traitent à nouveau ces questions de l'immigration illégale aux États-Unis, comment ils traitent la question des régularisations, comment ils traitent la question des enfants qui ont été séparés de leurs parents chez les immigrés illégaux. C'est plus ça qui est attendu de lui, je crois. Okay. Voilà. Est-ce que dans les relations avec l'Europe aussi, il y a des choses à voir dans ce qui se passe, par exemple, avec l'Angleterre, est-ce que, par exemple, Trump avait une vision assez séparatiste de l'Europe, où il voulait discuter avec les Allemands d'un côté, avec les Français de l'autre, avec les Ukrainiens ailleurs? Est-ce que Biden, par exemple, a une vision beaucoup plus globale de l'Europe? Oui, je pense qu'après, je ne sais pas ce qui va se passer parce que c'est Boris Johnson en Grande-Bretagne qui avait établi des liens particuliers avec Trump, donc on verra, parce que Boris Johnson est un plus fin politique que Donald Trump. Et plus malin, donc on verra quelle sera son attitude, parce qu'il a besoin des États-Unis post-Brexit. Donc de toute façon, je pense qu'il y aura une relation historique forcément entre la Grande-Bretagne et les États-Unis les États-Unis qui va perdurer et qui va devoir se reconstruire différemment maintenant et qui va rester forte. Après, Joe Biden est quelqu'un qui, je pense, respectera ce que sont les institutions européennes. Il n'empêche que, et ça a toujours été le cas, il y aura aussi des rapports de force, il y aura toujours des relations privilégiées, il y a des rapports, il y a aussi des relations historiques avec la France qui seront respectées, il y a des rapports privilégiés, notamment économiques avec l'Allemagne. Il y a toujours un jeu sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'il y a toujours des relations bilatérales qui existent, mais Joe Biden respectera clairement beaucoup plus la réalité de ce qu'est l'Union européenne et des négociations qui doivent avoir lieu avec l'Europe à ce niveau-là, au niveau européen.
Voilà. Et puis, ah oui, tout à l'heure, il y avait des questions sur la contagion. Oui, je l'ai dit, moi, je pense qu'il y a… on fait face tous à une crise démocratique et institutionnelle, à une décrédibilisation de la chose politique, du pouvoir politique. Et en France, l'incompétence de Macron et les mensonges qu'il y a eu sur les masques et puis l'incompétence maintenant sur les vaccins, enfin, plus globalement, ça n'aide pas, ça va pas, voilà, ça aggrave encore les choses, surtout pour un président qui est devenu président sur la promesse justement de cette efficacité que lui allait apporter de son parcours non politique. Et de ces nouveaux ministres et députés qui venaient soi-disant du monde non politique, qui étaient forcément mieux que tous ceux qui avaient l'expérience de ce que c'est que d'exercer le pouvoir et de gérer des collectivités, etc. Il avait dénigré tout ça, il avait expliqué que, voilà, que les politiques, ça ne marche pas parce que les politiques sont des incompétents, que c'est ceux qui viennent du business, ceux qui viennent de l'entreprise qui comprennent et qui savent tout faire tourner les choses. Et il a démontré que, en fait, il est encore plus… En fait, il ne sait pas. Déjà, l'État, ce n'est pas une entreprise. Et que même les entrepreneurs, il les a déçus. Voilà, donc je pense que les mouvements qu'il y a eu anti-Macron, la haine qu'il a… qui continue à se développer contre lui, malgré le fait qu'il garde un socle d'adhésion extrêmement élevé pour un président aussi décrié, montre qu'il y a des forces, il y a des fractures très fortes dans notre pays. On voit dans d'autres pays d'Europe aussi où il y a des fractures très fortes et où il y a des mouvements populistes, les dégagismes continuent à exister. Donc je pense qu'il faut évidemment qu'on se méfie de tout ça. Il faut qu'il y ait la question de comment on rétablit la confiance. C'est une vraie question. La question de comment est-ce qu'on lutte contre les fake news, le complotisme, comment on rétablit une rationalité du débat démocratique. C'est une vraie question aussi, et c'est un vrai défi pour nous tous. Ok, merci Corinne. On va passer peut-être à la troisième partie. Et puis, je vois qu'il y a des camarades qui veulent peut-être te poser des questions un peu plus sur le Parti socialiste. On aura peut-être un petit moment à la fin. La troisième question, donc, c'était quelles leçons tirer de cette campagne présidentielle qu'ont mené les démocrates et qui leur ont permis d'arriver à cette victoire, et comment on peut s'en inspirer, nous, en tant que militants socialistes, s'il y a des choses qu'on peut retirer de cette élection. Tu as par exemple évoqué il y a quelques minutes là, le fait que Joe Biden a été reconnu par son parti parce qu'il venait aussi d'un État ouvrier, qu'il avait de bonnes relations avec les syndicats et ainsi de suite. Est-ce que c'est par exemple dans le choix de notre candidat à venir des choses à retenir? Voilà. Oui, bien sûr. Je pense que pour nous, c'est un peu différent. C'est plus compliqué aujourd'hui de se poser la question d'incarnation. On n'a pas de… les contextes politiques sont différents et les processus sont différents. Là-bas, ils sont dans un fonctionnement de bipartisme qui n'est pas le cas ici. Et donc, notre première question ici, c'est déjà comment est-ce qu'on rassemble avant de savoir qui peut incarner le rassemblement et sur quelle base on rassemble. Et que tant qu'on n'a pas réussi ça, je pense que de toute façon, la question d'incarnation n'a pas de sens. Donc, il faut faire attention à ne pas prendre les choses à l'envers pour nous. Par contre, c'est vrai que là où il y a des parallèles à faire, c'est sur le fait de trouver quelqu'un, enfin de trouver une plateforme, d'arriver quand même, parce que c'est ça qui a permis quand même au fait que Bernie Sanders, ah oui, il y avait la question tout à l'heure sur Bernie Sanders, qu'est-ce qu'il va faire? Il a refusé d'un commun accord avec Joe Biden, il n'est pas entré au gouvernement pour préserver son siège au Sénat, parce que sinon il allait avoir une élection partielle au Sénat s'il rentrait au gouvernement dans le Vermont. Et si lui, jusqu'à présent, n'a jamais eu trop de mal à garder son siège, si c'est quelqu'un d'autre, c'était pas sûr, parce que le Vermont est un État où il y a beaucoup d'indépendants, c'est pas sûr que
les démocrates auraient gardé ce siège. Et donc, comme ils venaient juste d'obtenir le contrôle du Sénat grâce aux deux sièges de la Géorgie, n'allait pas risquer de le perdre avec le siège du Vermont. Donc Bernie Sanders va rester sénateur, mais Joe Biden a déjà dit qu'il travaillerait main dans la main avec le nouveau secrétaire Labor, donc ministre du Travail. Et donc il serait très impliqué sur ces questions-là. Ils ont déjà annoncé une hausse du SMIC. Voilà. Donc, on voit que c'est ça, c'est la question plus de… Je pense que le fait que quand même, là, il y a eu un effort extrêmement important de Joe Biden quand il a gagné la nomination, de construire une plateforme qui fait que tout le monde pouvait avoir envie de faire campagne. Parce que c'était ça le problème, c'est que le problème qu'a eu Hillary, c'est qu'elle n'a pas réussi à fédérer tous les démocrates derrière elle après et faire la campagne. Alors évidemment, comme je l'ai dit, tout ça a aussi été aidé par la volonté de tous les démocrates de se débarrasser de Trump. Mais c'est quand même un peu plus facile de motiver des jeunes, de motiver beaucoup plus d'activistes, de militants, si il y a des propositions, des projets qu'ils ont envie de défendre. Et donc, la question justement sur le droit du travail, sur le SMIC, sur la réduction des inégalités, sur la gestion de la pandémie évidemment, donc pas mal de marqueurs aussi vraiment de gauche qui ont permis à Joe Biden de motiver les troupes et d'avoir, malgré la pandémie, malgré le fait qu'il fallait être très créatif dans la manière de mener campagne, réussi à mobiliser. Voilà. Sachant que, contrairement à Trump qui a fait des clusters partout où il passait en faisant des meetings, lui, il a fait quelques meetings en drive-in, ce qui est très américain, mais il y a eu beaucoup de campagnes sur Internet. Et puis, il y a eu d'autres façons de toucher les gens, de faire campagne, du phoning, aussi beaucoup de porte-à-porte, mais avec des précautions qui sont prises en matière sanitaire. Mais ça veut dire aussi du monde, ça veut dire déployer du monde et puis faire inscrire les gens pour voter sur les listes électorales. Et donc ça a été aussi très, très important. Et puis les faire voter après sur les votes, les encourager à voter par correspondance en amont pour être sûr de ne pas s'exposer au virus ou de voter en personne, mais puisque là-bas, il y a eu certains États où les bureaux de vote étaient ouverts pendant plusieurs semaines. Donc tout ce travail-là, il y a eu à la fois une créativité importante en termes de campagne virtuelle et aussi un travail de terrain et une capacité de mobilisation sur le terrain qu'on ne peut pas… la campagne virtuelle ne remplacera jamais le fait qu'il faut avoir aussi des gens sur le terrain qui vont voir les gens, qui vont parler, qui vont les accompagner, les aider à s'inscrire sur les listes électorales et puis ensuite les rappeler pour s'assurer qu'ils ont allé voter. Voilà. Donc, ce travail-là, je pense que nous, on a besoin aussi de se convaincre à nouveau que c'est extrêmement important, motiver les camarades à aller, ça va être vrai déjà pour les prochaines élections, hein, les élections départementales et régionales, motiver, mobiliser. Et oui. Et ça, c'est vraiment, il y a des leçons qu'on peut tirer de ça. Il y a eu, je sais qu'il y a des contacts un peu entre les diverses organisations, notamment pour le coup le PSE. Nous-mêmes, on a essayé de contacter. On est aussi en contact avec certains militants démocrates, certains organisateurs de campagnes démocrates, etc., parce qu'on essaye d'échanger sur des idées en termes de mobilisation virtuelle, mais aussi de mobilisation sur le terrain. Alors, on ne peut pas faire exactement la même chose, on ne peut pas faire tout comme tout ce que font les Américains. Déjà parce que il y a aussi des cultures politiques différentes, donc on ne fait pas nécessairement campagne exactement de la même manière, mais aussi parce que il y a une protection de la vie privée qui est des données privées qui est beaucoup plus faible aux États-Unis. Moins d'argent. Donc ils peuvent constituer des fichiers beaucoup plus facilement que nous. Et donc il y a aussi des aspects, il y avait aussi des choses qu'on ne peut pas malheureusement faire en France. Mais je crois que
voilà, je pense que la question de la Géorgie, j'y reviens. Ce qui a fait la différence, clairement, c'est notamment le fait qu'il y ait Stacey Abrams qui ait fait s'inscrire 2 millions de personnes aller dans l'État de Géorgie pour voter pour cette élection. Voilà. Donc ça c'est énorme. Voilà, ça c'est un truc. Et donc et maintenant il faut aussi que nous on prenne l'habitude du fait qu'on peut s'inscrire, les gens peuvent s'inscrire jusqu'à quasiment un mois avant le vote. Enfin les listes électorales se ferment beaucoup plus tard. Donc ça c'est des choses, des réflexes qu'on doit apprendre. C'est contacter les gens, faire s'inscrire les jeunes, et puis après il faut faire du suivi. Donc ça c'est on a moins de moyens aujourd'hui humains au parti, mais on reste quand même le parti avec le plus de militants à gauche. Et donc, si nous, on n'entraîne pas d'autres et on ne va pas chercher aussi des sympathisants pour nous aider, c'est plus facile évidemment si on a des projets. C'est pour ça que je parlais aussi, j'ai commencé par la question du fond. C'est plus facile d'aller chercher des sympathisants pour venir aider, parce qu'il faut bien voir que les Américains, le Parti démocrate, c'est pas un parti comme nous, c'est une nébuleuse. Il n'y a pas une structure nationale. Enfin, si, il y a une structure nationale, mais elle n'organise pas le militantisme au niveau national. Il y a une structure nationale qui organise les primaires, qui travaille avec les candidats pour organiser le programme, qui fait les gros trucs de campagne au niveau national, au niveau campagne spot publicitaire, etc. Mais la réalité, c'est que le terrain, c'est une nébuleuse de morceaux de mini-partis démocrates locaux, en fait. Et qui n'ont pas une vie du parti comme nous, où ils continuent. En fait, c'est une capacité à mobiliser pour les élections à chaque fois. Et donc, ça, c'est assez intéressant parce que c'est là où peut-être on a aussi à chercher, parce qu'on a besoin de se renouveler dans notre façon de penser le militantisme. On voit bien qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver à fidéliser des militants qui sont là comme nous tout le temps, qu'il y ait des élections et qu'il n'y en ait pas, qu'elles se passent bien, qu'elles se passent mal. On a des gens qui vont s'engager sur une cause, on a des gens qui vont s'engager sur un projet, on a des gens qui vont s'engager à une personne en particulier. Et donc, comment est-ce qu'on va les chercher? Comment est-ce qu'on s'appuie sur eux? Comment est-ce qu'on les fidélise? Et donc, ça fait partie des réflexions qu'on doit avoir. Et là, je pense que l'activisme américain, les petites campagnes de dons, les petites campagnes sur projet, les petites campagnes sur une cause en particulier, ça fait partie des choses auxquelles il faut qu'on réfléchisse pour démultiplier tout ça. Là, on va avoir, on en parlera peut-être après, mais on lance le travail sur le projet au niveau du parti. Le fait d'essayer d'associer des gens en dehors du parti à la réflexion, ça peut après leur donner envie de venir défendre ces idées parce qu'ils ont participé à la réflexion. Co-construction, oui. Merci. J'ai des questions. Donc, Marc, dans l'ordre, qui voulait poser une question, ensuite Pierre, je crois. Marc, à toi. Oui, en fait, j'ai 3 questions sur les 3 points, donc je vais être synthétique rapide. Ma première question pour Corinne, évidemment, c'est quand est-ce qu'ils vont, ou ne vont-ils pas peut-être, enfin changer ce système de vote? Parce que bon, autant je comprends qu'il fallait laisser le temps aux chevaux d'aller porter les résultats à Washington, mais je pense que maintenant, on a d'autres moyens un peu plus rapides. Quand on voit quand même que la principale puissance mondiale met 5 jours pour élire un président, bon. Pour notre part, on attend le 20h ou 21h, on va défiler les 2 candidats au second tour et puis celui qui gagne à la fin, 15 jours après. Mais ça a quand même duré, à mon avis, un peu trop longtemps, ce qui a suscité, à mon avis, quelques moqueries aussi. Ma deuxième question sur l'international, on a parlé de l'Europe, mais on n'a pas parlé de Poutine. Quelles peuvent être quand même, c'est un homme politique important, me semble-t-il, quelles seront les relations que peut avoir Biden avec Poutine? Et la dernière, tu viens d'en parler, mais sa plateforme pour agréger toutes les tendances du Parti démocrate, on l'a vu, ça peut se transposer aussi en France, par exemple. Tu parlais d'un côté un peu naïf et de se confronter aux réalités de l'exercice du pouvoir. Est-ce que cette plateforme, sur la durée, n'est pas une auberge espagnole et est-elle viable sur au moins les 4 ans de sa première présidence? J'en ai fini, je te remercie.
Ouais, Patrick, on t'entend plus. Excusez-moi, j'avais pas ouvert mon micro. Pierre, à toi de poser ta question et puis on demande la parole à Corinne ensuite. Merci Patrick. Ma question, moi, c'était finalement sur cette nouvelle gauche américaine, sur certaines figures comme Alexandria Ocasio-Cortez et ce qu'on appelle là-bas le squad, tout ça. Et c'est finalement dans quelle mesure est-ce qu'il est vraiment intéressant de s'en inspirer? Parce que d'un côté, c'est vrai que, par exemple, AOC, c'est quelqu'un de très inspirant pour les jeunes, qui est capable de porter des discours assez frais, assez novateurs sur les réseaux sociaux, assez porteurs, qui sont source de dynamisme. Et en même temps, c'est une gauche qui me semble, mais c'est pour ça que je te pose la question pour avoir ton avis, qui me semble assez identitaire finalement. Et si ça peut se comprendre dans le contexte des États-Unis, c'est finalement pas très, à mon sens, pas très transposable en France. Et voilà, du coup, ma question, c'est finalement qu'est-ce qui est à prendre chez eux, qu'est-ce qui est à laisser et comment on peut s'en inspirer de la bonne manière, qu'est-ce qui est à prendre et qu'est-ce qui est à laisser. Voilà, merci. Ok. Alors, sur Poutine, je ne saurais pas dire ce qui va se passer. Forcément, Biden sera obligé d'établir des relations diplomatiques aussi normalisées que possible avec la Russie, mais je pense que Pas Poutine avec la Corée du Nord. je pense que Poutine a clairement, l'intervention de la Russie dans l'élection de 2016 est quand même assez bien établie. Je ne pense pas que Poutine soit pro-Trump en tant que tel, je pense qu'il s'en fiche. En réalité, je pense que ce qui l'intéressait, c'était de déstabiliser la démocratie américaine et Trump a bien fait ça pour lui, du coup, là, surtout la semaine dernière. Donc, je pense que Biden, forcément, devra établir à la fois des relations diplomatiques et un rapport de force, parce qu'il faudra qu'il démontre aussi à l'opinion américaine qu'il est un président fort qui réaffirme aussi la place des États-Unis comme ils aiment à se dire eux-mêmes, les leaders du monde libre. Voilà. Et donc, on verra ce qui se passe, mais je pense que la question de montrer un leadership fort, ce sera aussi un sujet très important pour Biden vis-à-vis de Trump. Sur cette gauche américaine, du coup, je vais pouvoir répondre à vous deux en même temps. Je pense que, comme je l'ai dit, des gens comme Alexandra Ocasio-Cortez, le squad, ça dépend. Ils ne sont pas tous dans les mêmes conditions électorales, mais il y a voilà, c'est plus facile pour quelqu'un comme Alexandra Ocasio-Cortez de faire ce qu'elle fait, d'être extrêmement radicale, parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, elle n'a pas d'inquiétude, elle n'a pas de vraies inquiétudes électorales. Même si elle a des élections tous les 2 ans, elle a un peu ce confort-là. Elle va pouvoir continuer à jouer un rôle d'agitatrice et de faire vivre une radicalité. Et puis, de temps en temps, elle fait des déclarations qui sont utiles. Moi, personnellement, ce n'est pas ma tasse de thé, Alexandra Ocasio-Cortez, mais parce que voilà, je pense que parfois, elle va trop loin et parce que je pense qu'il y a je pense qu'il faut se méfier de cette partie de la gauche américaine et qu'on voit aussi transparaître dans certaines formes de militantisme en France et en Europe, cette gauche américaine extrêmement radicale chez les jeunes qui sont porteurs de ce qu'on appelle la cancel culture. Et donc, moi, je pense que c'est très dangereux et qu'il faut s'en méfier et qu'il faut faire attention à ceux qui facilitent ce genre de comportement. Voilà, donc, mais après, elle joue un rôle utile. Je crois que ce qu'il y a, c'est qu'elle ne pourra jamais, sa ligne à elle ne sera jamais la ligne majoritaire du Parti démocrate. Il est trop divers, le Parti démocrate. Un démocrate du Texas est plus proche d'un républicain du Massachusetts, par exemple. Voilà. Que de Alexandra Ocasio-Cortez. Voilà. Et donc,
donc je pense il faut être conscient de la diversité de ce qu'est le Parti démocrate. C'est-à-dire que voilà, en fait, c'est une forme de coalition, hein, le Parti démocrate américain. Nous, on a une fracturation on a beaucoup de partis, on a toujours fait vivre le multipartisme. Ça, c'est pas la culture américaine. C'est là où il y a une vraie différence. Mais le Parti démocrate est extrêmement divers. Et ça, c'est effectivement, il va y avoir un grand écart constant, un équilibre constant à trouver pour Joe Biden et aussi pour Nancy Pelosi, parce que c'est elle qui a les plus radicaux. Ils sont essentiellement ils sont à la Chambre, hein, ils ne sont pas au Sénat, puisque comme je le disais, le mode de scrutin au Sénat, qui est un scrutin direct sur la totalité de l'État, fait que c'est plus difficile pour quelqu'un qui vient d'une frange, on va dire, de se faire élire sénateur. C'est généralement des gens plus au milieu du chemin, plus modérés. Mais donc c'est aussi le rôle de Nancy Pelosi de tenir sa gauche, et parce que Joe Biden et Kamala Harris vont aussi devoir tenir la droite au Sénat. Donc il y aura toujours des compromis. Il y aura voilà. L'avantage qu'a Joe Biden aujourd'hui, c'est avec le contrôle du Sénat et le fait que Kamala Harris, venant du Sénat elle-même, étant déjà sénatrice et connaissant le fonctionnement de cette Chambre très bien, et Joe Biden ayant passé toute sa carrière à faire toute sa carrière de sénateur et aussi de vice-président d'Obama à faire de la négociation au Sénat, de la négociation bipartisane au Sénat, fait que la partie gauche, l'aile gauche du Parti démocrate a un peu perdu de son levier. Parce que voilà, parce qu'il y a le contrôle des deux chambres par Joe Biden, et donc il pourra plus facilement tenir les choses. Mais de plus en plus, c'est une équipe, le squad, qui va continuer à faire du bruit et à se faire entendre et à engranger des soutiens. Et donc Joe Biden ne peut pas ne pas en tenir compte. Kamala Harris aussi ne peut pas ne pas en tenir compte, même si elle ne vient pas clairement de cette gauche-là. Et surtout que, évidemment, Kamala Harris est de fait la candidate déjà présumée, hein, pour 2024, puisque Joe Biden a déjà annoncé qu'il ne ferait qu'un mandat. Et il y a peu de chances qu'il change. On ne sait jamais, hein, une fois qu'on est président, on peut changer d'avis, mais enfin, vu l'âge qu'il a, bon, il y a quand même peu de chances qu'il revienne sur cet engagement. Et donc, il y a toutes les chances pour que Kamala Harris parte en pole position pour la primaire démocrate pour 2024. Mais et donc elle aussi, Kamala Harris elle devra aussi apprendre à gérer cette gauche-là, parce qu'elle en aura besoin pour la suite. Mais donc c'est difficile encore pour l'instant d'avoir une visibilité sur ce que sera leur capacité d'influence réelle sur la politique qui sera menée. Il y aura surtout que, voilà, comme je l'ai dit, il y aura quand même pas mal de sujets qui pourront les contenter et qui sont finalement des sujets qui deviennent de plus en plus consensuels, étant donné la crise économique et sociale qu'il y a. C'est-à-dire que l'urgence d'agir contre les inégalités économiques et pour assurer un filet social, pour améliorer ce qui a été Obamacare et qui était beaucoup plus centriste, effectivement, beaucoup plus libéral que notamment la proposition de réforme de santé d'Hillary Clinton à l'époque. Donc tout ça, c'est des choses qui sont sur la table et qui seront probablement votées, qui pourra permettre de calmer un peu l'aile gauche. Et qui sera aussi probablement votée par du coup l'aile droite des démocrates, parce que l'urgence fait qu'ils rechigneront moins à le faire. Nous, ce qu'on peut en apprendre, je pense qu'il y a des méthodes de mobilisation, notamment des méthodes de communication auprès des jeunes, donc plus sur la forme. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer de ce qu'est capable de faire AOC. C'est assez efficace, c'est assez impressionnant, et donc il faut qu'on regarde, parce que je pense que la question de comment est-ce que nous on réintéresse les jeunes et comment on leur donne envie de s'engager avec nous, même si c'est à chaque fois sur un projet ou sur une élection, même s'ils ne sont pas tout le temps
ils ne reprennent pas leur carte au parti, mais qui sont avec nous. Voilà, donc c'est important. Sur le fond, évidemment, même si elle fait partie de ceux qui ont, justement, ont mis sur le devant les questions économiques et sociales et pas uniquement les questions communautaristes, identitaires, ça reste, la politique démocrate américaine depuis les années 80 reste très très marquée par ça. Et donc c'est ça qui va être intéressant, c'est est-ce que la situation économique déjà, comme je disais, post-2008, post-crise financière 2008, ça avait commencé à évoluer. Est-ce que maintenant aussi, justement, cette nouvelle crise économique et sociale va permettre au Parti démocrate de revenir sur ce qu'étaient ses fondamentaux avant le choix délibéré à l'époque de Reagan de partir sur une forme d'électoralisme communautaire et de laisser tomber un peu, de mettre au deuxième plan les questions économiques et sociales. Même si Clinton avait fait sa campagne sur The Economy Stupid, mais il avait déjà repéré le fait que la question de l'économie était importante, mais il n'avait pas remis au centre du jeu la question des inégalités économiques et sociales. Donc la question de savoir, en fait, ce qu'il y a, c'est que les questions raciales vont rester extrêmement fortes. On voit bien avec Black Lives Matter. Donc la question, c'est est-ce que les démocrates vont trouver la solution pour lier les deux. Et je dirais en miroir inversé, c'est une source d'inspiration pour nous. C'est une source de leçons, en bien et en mal, pour nous, en exemple et en contre-exemple. C'est-à-dire que pour nous, c'est très important de faire attention, de ne pas tomber dans les politiques de minorité différentialistes et que nous, on continue à apporter le combat contre les discriminations sur des bases de revendications pour l'égalité et donc sur des bases universalistes. Et donc de ne jamais tomber dans le piège dans lequel se sont enfermés les démocrates pendant des décennies. Donc ça, c'est extrêmement important et de faire attention à ne pas se laisser entraîner. Ça, c'est mon opinion, mais je pense qu'elle est assez largement partagée au sein du parti par une partie de la gauche qui se laisse entraîner parce que c'est vrai qu'on a échoué dans le passé, on a fait progresser le droit, mais dans les faits, on n'a pas fait disparaître les discriminations. Je ne parle même pas de faire disparaître le racisme, mais ne serait-ce que de faire disparaître les discriminations dans le travail, dans l'accès au logement, tout ça, ça existe toujours. Et donc, on voit bien que parce qu'il y a eu des échecs, il y a certains qui justifient le rejet, à partir de là, le rejet total du modèle universaliste. Donc, on doit combattre ça. Ça, c'est très important. Mais de la même manière que les démocrates, eux, doivent réapprendre à sortir de la politique des minorités pour réapprendre à se réapproprier totalement la question de la lutte contre les inégalités économiques et sociales, pour la justice sociale, nous, on doit aussi apprendre à ne pas tout traiter par les questions des luttes pour la justice sociale et contre les inégalités économiques. On doit aussi apprendre à ne pas ignorer la réalité des fractures qui existent, des fractures dans la République qui existent sur des questions de discrimination raciale, de discrimination de genre, donc sexiste, homophobe, contre le handicap. Voilà. Donc tout ce qui fait que les gens ne sont pas traités dans leur égale dignité en tant qu'être humain, que ce soit sur des bases de discrimination de sociétale ou que ce soit sur des bases d'injustice économique et sociale, tous ces combats-là doivent se retrouver, et parce que les uns, les unes aggravent les autres. Hein. Donc, en général, quand on est victime, souvent ça se cumule. Donc il y a la question de nous aussi, comment on fait, nous, on doit aussi apprendre à faire marcher le combat pour l'égalité sur les deux pieds, sur les questions économiques et sociales et aussi sur les questions de république et de société. Et donc ça, je pense qu'en miroir, on a ce même défi pour les États-Unis. Eux, ils viennent de l'autre bout du spectre que nous, mais on a ce même défi de comment est-ce qu'on réinvente un discours universaliste de lutte contre toutes les injustices et toutes les discriminations et pour l'égalité en général. Et donc ça, et comment on le rend crédible, comment on entraîne avec nous un maximum de gens et comment on n'oppose pas
le combat des Gilets jaunes pour moins d'injustice économique et sociale, et le combat des jeunes qui se révoltent contre des actes de violence raciste, par exemple, qu'on a pu voir. Voilà. Donc, je crois que c'est ce défi-là qu'on a en commun, pour le coup. Ok, écoute, merci Corinne. On arrive à la fin de notre… Merci beaucoup, très bien. C'était très intéressant. Je ne sais pas si Yann veut donner un petit mot de conclusion, mais en tout cas, oui, merci d'être disponible pour répondre à nos questions et à nos interrogations. Je pense que l'éclairage était très intéressant pour tout le monde, et d'avoir un éclairage de l'intérieur de notre parti même est toujours confortant par rapport à tout ce qu'on peut entendre dans les médias, notamment en ce moment. Voilà, Yann, non, tu veux rajouter quelque chose? Il est parti, non? Non, il est là. Je suis là. Non, mais j'ai un problème de connexion et j'avais un robot qui me faisait concurrence. J'entendais plus ce que disait Patrick. Alors, je mettais les écouteurs. Voilà. Et je vous passe les chats qui n'ont pas fait d'intrusion dans la vision. C'était compliqué. Non, mais moi, je remercie Corinne pour son témoignage, ses éclaircissements, son analyse de la situation. Je crois que ceux qui étaient connectés pourront relayer auprès de ceux qui ne l'étaient pas qu'ils ont passé 1h30, un peu plus d'1h30 à s'enrichir. Et c'est bien aussi l'objectif d'un parti d'être un mouvement d'éducation populaire, puisqu'on n'est pas spécialiste de tout. Donc, il faut bien qu'il y ait des gens qui soient plus éclairés pour nous apporter des enseignements et des éléments de réflexion. Voilà, donc je pense que c'est un sujet qu'on avait déjà eu l'occasion de traiter, mais sous une autre forme, il y a quelques années avec Paul Bacot qui avait animé une soirée. Voilà, donc là, ça fait partie des sujets qu'on va continuer à creuser, peut-être, puisque les questions portaient sur les relations internationales. On fera sans doute, on l'a déjà fait avec Sylvie, sur la question européenne, mais il y a sans doute d'autres éléments à creuser. Donc, merci pour votre présence. On relaiera ça au niveau de la Fédé, peut-être sur d'autres thématiques. On élargira à l'extérieur de notre cercle socialiste pour essayer d'aller toucher d'autres sympathisants et puis des gens qui ne sont pas forcément a priori sympathisants mais qui peuvent être aussi intéressés par ce qu'on fait. Suivez bien les messages envoyés par Marc à travers la newsletter et Pierre. Voilà, les secrétaires de section doivent recevoir des messages de Fabrice que je vois connectés. Et puis, on va essayer, il a déjà relayé le Facebook Live de demain soir organisé par le parti. Nous, on n'en est pas au Facebook Live, mais on va se rapprocher du parti pour qu'il puisse nous aider dans cette organisation, parce que l'un des éléments du confinement, c'est qu'on a découvert les visios, donc on profite des visios, mais que là aussi, on a un moment de partage pédagogique sur le sujet, puisque tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ces outils. Voilà, donc en tout cas, merci pour cette belle soirée. Corinne, Merci et à vous. puis, à merci bientôt pour bientôt. notre prochaine. Merci. Bonne soirée à tous. Merci Corinne. Bonne Au soirée. revoir, superbe réunion. Ciao, ciao. Ciao, à bientôt, merci. Au revoir. À lundi pour les Rhônes, Alpes. À lundi, Joël.